Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le 13e épisode de Brin de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Et vous êtes avec Nora. Même si on veut pas trop en parler, je ne peux pas nier que nous sommes dans une période compliquée et que certaines ont pris le confinement pour une attaque de zombies, et on s'est retrouvés au départ dans une espèce de situation chelou post-apocalyptique. Et avec le couvre-feu, pour certaines d'entre nous, on dirait bien que ce n'est pas pour s'arranger. Et puis c'est l'épisode 13. 13, ça porte malheur, ça fait peur, et le nombre 13 est au centre de nombreuses superstitions. Peu importe, c'est une coïncidence. Et vous vous en doutez, on va parler survie cette semaine. Et c'est pas pour vous faire peur, on avait juste envie parce que les œuvres qui en parlent sont passionnantes. Il était une fois la survie. Bon, et si on commençait par parler musique? On va parler d'une musique de The Phantom. The Phantom, c'est un groupe de hip-hop sud-coréen composé de 3 membres et qui ont cessé leurs activités en 2017. Une courte carrière puisqu'elle n'a duré que de 2011 à 2017, plus grande que la mienne, certes, mais quand même pas très longue. Même s'ils ont commencé en 2011, leur premier album ne date que de 2014. En fait, au départ, ils se sont fait connaître grâce à YouTube. Ils ont sorti plusieurs vidéos, notamment 19 Songs, un medley de chansons qui ont été bannies par le ministère sud-coréen de l'égalité des genres et de la famille. En somme, ils n'ont pas beaucoup d'années d'activité, pas beaucoup d'albums, et j'ai aucun souvenir de comment j'ai découvert ça, parce que c'est pas du tout le type de musique que j'écoute habituellement. On écoute et on en parle après. There's no way I'm backing down this time.
Vous l'aurez compris, la musique s'appelle Fight for My Survival, donc se battre pour sa survie quoi. Rien de compliqué et tout à fait dans notre thème. Dans cette chanson, on n'y parle pas de survie spirituelle, mais bien de survie physique. Les paroles nous montrent la nécessité de la violence pour survivre, le retour à une animalité progressive et à la fin d'une société dite civilisée. On comprend dans ces paroles qu'il ira jusqu'au bout, et à la répétition des mots me battre, accentue le côté nécessaire de sa survie. Le caractère très fort et très rythmé de la musique met en valeur les paroles et permet l'uniformité de la chanson. On entend beaucoup de percussions d'ailleurs, et je sais pas vous, mais moi ça me permet de ressentir un peu la peur exprimée dans cette musique. Par définition, la survie c'est le fait de se maintenir en vie. Et comme nous avons pu le voir avec certaines de nos œuvres précédentes, on prend souvent cette définition au pied de la lettre. La survie lors d'un naufrage par exemple, ou la survie sur une île déserte, ou la survie face à un événement météorologique, etc. Mais dans la même idée que l'œuvre poétique dont on parle, la survie, c'est aussi le fait de survivre à un traumatisme, de pouvoir faire face à ce qui nous arrive, de pouvoir se relever. Et ce processus de reconstruction, de renaissance, de survie, ça peut passer par l'art, et en l'occurrence par les arts plastiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du dessin pour survivre dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Rien que le fait de dessiner est une prise de risque, le risque de se faire prendre, d'être torturé, d'être tué. Dessiner est interdit. Alors pour trouver du matériel, c'est toute une histoire, mais les dessinateurs déportés arrivent à trouver un bout de papier, un crayon, n'importe quoi qui fera l'affaire, parfois aidés par des secrétaires de bloc. Dans les camps, créer, dessiner, c'est dans un premier temps une manière de survivre moralement. Dessiner pour s'évader, pour être ailleurs dans le temps d'un instant. Par exemple, dans un camp en République tchèque, une femme a tenté de faire oublier le quotidien concentrationnaire aux enfants par le dessin. Peindre, dessiner, c'est aussi montrer la difficile et cruelle réalité des camps. Les artistes des camps deviennent les historiens de la période concentrationnaire. Un rescapé a témoigné. C'était une manière de rapporter un témoignage précis et objectif de cette vie monstrueuse et incroyable, pour que ces croquis, pris sur le vif, puissent fixer l'empreinte irréfutable d'une barbarie à ce jour sans exemple. Il faut aussi savoir les cacher, pour pouvoir les léguer une fois les camps libérés, et dessiner c'est aussi une manière de survivre, de faire des échanges, et c'est là que notre artiste rentre en jeu. Walter Spitzer, c'est son nom. En 1945, ce juif polonais de 16 ans débarque dans le camp de concentration de Buchenwald. Son espérance de vie est de plus en plus réduite. Pour tenter de grappiller quelques jours de vie en plus, il tente le tout pour le tout. En échange de bouts de pain, il dessine. Gardien, médecin, nazi, il croque toute personne importante lui permettant de rester en vie. Le crayon qu'il utilise n'est d'autre qu'un charbon de bois qu'il réchauffe. Et un jour, les résistants du camp le prennent sous son aile. Ils vont l'aider à s'évader. Mais en échange, il doit raconter ce qu'il a vu ici, ce qu'il a vécu, s'il reste en vie, bien sûr. Walter réussit à s'échapper. Il arrive en France et raconte, crayon à la main, les scènes de vie du camp de la mort. Ses dessins illustrent les internés au travail, les corps quasiment squelettiques, la folie, la faim. Il devient l'illustrateur d'André Malraux, Joseph Kessel, Jean-Paul Sartre, et c'est à lui qu'on doit le mémorial de la rafle du Veldiv. Aujourd'hui, Walter Spitz a 93 ans, et si son parcours vous intéresse, sachez qu'il a écrit un livre, Sauvé par le dessin, Buchenwald, dans lequel il raconte tout ce par quoi il est passé, en passant de l'effroi, de la déportation, la dépossession de son identité pour ne devenir qu'un matricule, le numéro 1784-89, livre bouleversant mais nécessaire. Puisse le sort vous être favorable. Ça vous dit quelque chose cette phrase ? Oui, c'est bien d'Hunger Games dont il est question. On aurait pu vous en parler pour le livre parce que oui, c'est un livre avant tout. Mais c'est du film dont je vais vous parler maintenant. Prendre Hunger Games comme un film sur la survie, ça peut vous questionner. Vous pouvez même vous demander pourquoi ce choix. Et si justement j'essayais de vous convaincre qu'il a bien sa place ici. Après avoir été un best-seller littéraire, Hunger Games voit son adaptation cinématographique sortir en 2012. 3 films suivront, mais là on va parler uniquement du premier volet. Réalisé par Gary Ross, Hunger Games est l'adaptation cinématographique du roman de Suzanne Collins, dont le premier tome est sorti lui en 2008. L'histoire se déroule dans une Amérique post-apocalyptique composée de 12 districts. Chaque année a lieu ce qu'on appelle la moisson, un tirage au sort en vue des Hunger Games, un jeu télévisé créé par le pouvoir du Capitole afin de rappeler sa toute-puissance sur les 12 districts qu'il contrôle. L'objectif de ce jeu télévisé hors du commun,
survivre dans une arène en étant le dernier survivant. Pour ce faire, un tirage au sort est effectué dans chaque district pour trouver une fille et un garçon entre 12 et 18 ans qui devront combattre à mort dans une arène sanglante. Pour la 74e édition, c'est Primrose Everdeen qui est choisie dans le district 12. Mais sa grande sœur, Katniss, décide d'y aller à sa place. Du côté des garçons, c'est Peeta Mellark qui devra participer aux Hunger Games aux côtés de Katniss. On pourrait le faire, tu sais, s'enfuir et vivre dans les bois. Ils nous retrouveraient. Peut-être pas. On ferait pas 10 kilomètres. Bienvenue, bienvenue. L'heure est venue de sélectionner le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le district 12 au 74e Hunger Games annuel. C'est ta première année, Prime. Ton nom ne sera marqué qu'une fois. Impossible que ça tombe sur toi. Primrose Everdeen. Prime! Non, non, je me porte volontaire! Je me porte volontaire comme tribu. Nos tribus sont Peeta Mellark et Katniss Everdeen. Ils veulent juste du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent. On va être 24, Gale, et un seul en sortira vivant. Vous êtes là pour me rendre jolie? Je suis là pour que tu leur en mettes plein la vue. Il a été décrété que chaque année, les 12 districts de Panem offriraient en tribu un jeune garçon et une jeune fille âgés de 12 à 18 ans afin qu'ils soient entraînés à l'art de la survie et préparés à se battre jusqu'à la mort. C'est le moment de tout donner. Débrouille-toi pour qu'ils ne t'oublient pas. Je voudrais trouver un moyen de leur montrer que je ne leur appartiens pas. Si je dois mourir, je veux rester tel que je suis. Moi, je n'arrive pas à penser comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Dans ce film, il y a plusieurs parties, mais celle qui nous intéresse est évidemment celle qui se déroule dans l'arène, au cœur des jeux. Une fois dans l'arène, Peeta et Katniss sont séparés et doivent se défendre face aux autres tribus et face aux nombreux pièges créés par les juges qui supervisent et contrôlent tout ce qui se passe depuis un centre de contrôle. Les tribus doivent par exemple échapper à des incendies, des guêpes tueuses dont le venin fait avoir des hallucinations, et bien sûr ne pas se faire tuer par les autres tribus. Peeta s'allie aux tribus des districts 1 et 2 tandis que Katniss choisit d'avancer seule avant de se trouver une alliée, ou du district 11, qui lui fait penser à sa petite sœur. C'est alors le début d'une tracte sans fin où Katniss privilégie de la ruse au lieu d'attaquer ses adversaires frontalement. L'alliance de Peeta n'est en réalité qu'un stratagème pour sauver Katniss. Soudain, les règles changent. Il peut y avoir deux gagnants. Katniss et Peeta se retrouvent et tentent de s'entraider pour survivre avant d'apprendre, alors qu'il ne reste plus qu'eux, que l'un va devoir tuer l'autre. Finalement, ce film interroge sur des tas de questions universelles. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour survivre? Peut-on tuer pour se sauver? Quelle est la frontière entre la télé-réalité et le réel? Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour quelqu'un? Qui tire les ficelles? Peut-on s'interposer en tant que citoyen face à un pouvoir qui a le contrôle sur tout? C'est de tout ça dont il est question, et si on pousse un peu plus loin, il serait question de beaucoup d'autres choses à travers ce film, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour moi, la survie, ce n'est pas que survivre dans la nature ou face à l'apocalypse. La survie, ça peut très bien être émotionnel, plus que physique. Et pour la poésie, j'ai choisi de parler de la survie liée à un traumatisme. Pour celles qui ont la rêve dans Certain Reason Why, une série Netflix, encore, un groupe de jeunes, majoritairement des femmes, victimes de viol se lève et clame avec conviction « Je suis une survivante ».
Moi aussi j'ai travaillé sur ce sujet-là, bien avant la série, et on a fait un spectacle qui s'appelle justement Survivante. Et même si ce n'est pas vraiment une poésie, mais c'est un peu du théâtre, c'est des mots qui sont jolis. Alors on a choisi un extrait du spectacle, écrit par Carton, et l'extrait s'appelle La Lettre. On ne vous le proposera pas en écoute en entier parce que c'est très long, mais on va vous en proposer un extrait. Carton Zajac, l'auteur Rhys, passe sa jeunesse à Ingré avant d'être récemment adopté par Bordeaux pour l'écriture de son mémoire de recherche, et elle reste fortement en contact avec la région où elle a cofondé l'association culturelle artistique Éclectique. Ses textes sont souvent introspectifs. Ce sont des échantillons de colère, d'espoir, de crise existentielle, de neuroqueer, de confusion d'anarchie, de déclaration d'amour à LE, d'ode à soi, d'instants de vie et de rêves futurs qui soufflent tout ensemble. On s'en sortira. Carton étudie le genre en master et ne cache pas son engagement féministe. Anticapitaliste et antivalidiste, notamment au sein de l'association Mauvais Genre, ses idées viennent teinter les mots et la critique d'un système oppressif est indissociable des émotions qu'elle explore. Et elle tient particulièrement à cœur les enjeux de représentation de personnes marginalisées et les questions de santé mentale, et espère faire justice à leur complexité. Récemment d'ailleurs, Carton est débarqué en Bretagne et fait un service civique au sein de l'espace femmes de l'association Stéréden, tout en finissant de rédiger son mémoire en études sur le genre. Je vous mettrai toutes les infos dans la description. En attendant, je vous laisse Clara vous lire l'extrait dont on va parler. Ma chère Charlie, mon amour, je ne sais pas ce qu'il reste de toi. Je crois que tous celles avec qui on a passé notre collège, que ce soit celles qu'on n'aimait pas, celles qui nous ont fait mal, celles qu'on aimait de loin et dont on écrivait le prénom sur nos cahiers ou sur nos pieds, celles-là, si on les croisait au hasard autour d'un lac, elles ne reconnaîtraient de nous que notre silhouette. Je ne crois pas qu'il reste grand-chose de celle que tu étais. Je sais que c'est ça, grandir, que les jours nous changent, que les rencontres nous font réfléchir, mais je sais que pour nous, ça va plus loin que ça. Je ne sais pas si quelque chose cloche ou si tout fonctionne, si en fait tout le monde connaît ce moment. Un barrage, un tournant, une scission, une petite mort. Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, tu le sais sûrement mieux que moi. Tu sais le moment exact où tu as arrêté de décider de nos pas, où tu t'es retranché sous mes pieds comme une ombre, où tu as disparu, dissoute dans le vent, pour que je marche à ta place. C'est ce qui arrive inévitablement quand on apprend la violence de nos vécus. On se quitte. Je suis désolée que tu aies dû te sacrifier pour que je puisse prendre la parole. J'aurais aimé te connaître plus, passer des soirées sur un banc avec toi et apprendre quelle poésie te fait vibrer et quelle chanson tu aimes chanter. J'aime penser que dans un autre monde, tu es toujours là et je suis celle qui n'est pas et ça me rassure. Car je n'ai pas de raison d'être sans la colère, sans le trauma, sans la douleur et c'est ce que tu méritais, c'est ce que tu aurais dû avoir pour toujours, des instants de vie plus heureux. J'ai appris des vérités que je ne peux plus ignorer. Elles s'entassent autour de moi et je les vois encore quand je ferme les yeux, je les sens encore quand je m'endors, je les vis encore quand je sors de chez moi. Elles ont laissé des lignes irrégulières sur ta peau, des taches bleues éphémères autour de tes hanches, des poings serrés au bout de tes bras. Elles ont remplacé tes chansons d'amour par des chants révolutionnaires. J'ai appris des vérités que je ne veux plus ignorer. Elles sont mêlées à moi, se sont imprégnées de moi, m'ont fait étendard. Elles me montrent tes mots, les miens, les leurs, les nôtres. Elles me disent comme les mensonges s'installent à notre table, écrivent nos comptines, prétendent protéger nos sourires. Elles me montrent comme ils sont doux quand ils crachent leur poison, et comme ils sont beaux quand ils nous enroulent d'un linceul. Si tu savais ma fatigue et la douleur lancinante dans mon cœur, si tu savais comme je tremble à chaque mouvement de peur que tout s'écroule en moi. Si tu savais qui tu es quand tu es seul, sans tant de grilles autour de toi. Si tu savais le pouvoir que tu peux prendre et tout ce qu'on pourrait faire ensemble, si tu savais comme tu es belle, tu es intelligente, tu es importante. Tu comprendrais que je ne peux plus continuer ce jeu d'équilibre, que je tombe d'un côté, si rapidement que tu ne peux rien y faire et c'est comme si je volais. Je tombe, sans m'en rendre compte, dans un abysse qu'on ne trouve sur aucune carte. Tu crois que, dès le départ, aucune de nous n'avait réellement le choix. Tu ne vois que cette fin tragique, comme celle qu'on te réserve au cinéma ou dans la littérature, comme ces scènes où tu crèves pour les autres mais jamais pour toi. Alors tu veux faire quelque chose pour toi, par toi, seulement avec toi. Moi, je crois que nos chemins différents ne sont que des détours et qu'on se retrouvera à l'arrivée. En attendant, tu vas me manquer. Tu pars, tu me laisses. Je ne sais pas continuer sans toi, je n'ai jamais vécu sans toi. Ce n'est pas personnel, je le sais, mais je ne sais pas qui je suis sans nous.
Nos musiques s'écrivent sur du papier d'injustice. Nos notes s'entremêlent entre des lignes de pression, nos tempos nous piquent petit à petit, portée après portée, année après année, jusqu'à ce qu'on saigne en point d'orgue. Et c'est ce qui me pousse à ne pas te suivre, ce qui me rappelle qu'il est temps de casser tous ces murs. Je veux aider, même à ma tout petite échelle, même si une personne n'est qu'une personne. On doit s'entraider, rester ensemble. Regarder le soleil se lever, se coucher, se rappeler les étoiles et les fleurs, et manger, se doucher. Rappeler qu'on ne mérite pas ça, qu'on mérite mieux, et qu'on trouvera des moyens pour se rapprocher de ce que le monde nous doit, ce qu'on nous devait dès le début. Entre-temps, dans les petits espaces qui nous restent, qui ne sont pris ni par nos larmes, ni par des chorales improvisées, ni par des batailles contre des lois et contre des hommes, je veux aider à imprimer un autre papier, un papier d'équité, assemblé par et pour nous, qu'on garderait très loin de l'encre de pouvoir. Oui, je m'engage, c'est mon corps qui s'épuise, mais la violence est la leur. Sache que je continuerai de respirer aussi longtemps qu'ils me laisseront, car il y a beaucoup de Charlie là-dehors qui ne méritent pas cette souffrance, car je crois qu'avec tous nos cœurs, on peut brûler ce qui est et construire ce qui aurait dû être, pour s'assurer que plus personne ne traverse ce cauchemar. Pour nous, tu verras. Je ne peux pas te dire que tout ira bien, j'en sais rien. Mais je peux te dire que ça va aller. On peut user du temps pour arranger tout. On prendra sur nous et on prendra soin de nous. On peut le faire, on est capable. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît. Reviens, pour qu'on dise au monde qu'on l'emmerde et qu'on restera jusqu'au bout. Si j'ai choisi cet extrait parmi un spectacle d'1 heure, c'est parce que comme d'habitude, à mon avis, c'est le passage qui illustre le mieux la survie. Dans cette pièce vraiment superbe, en toute objectivité bien sûr, une jeune femme nommée Charlie raconte que la somme de ses traumas fait ce qu'elle est. Parmi tout ça, des viols et des agressions sexuelles et tout ce que ce spectacle raconte, sa difficulté à vivre après ça. Les injonctions qui lui sont faites comme être une bonne victime. Le passage qui vient d'être lu est en fait une lettre de Charlie à elle-même. L'ancienne elle, l'avant, et au fur et à mesure on la voit se rassurer, puis dire adieu à celle qu'elle était, et finalement s'engager afin d'avancer et de se reconstruire. Scéniquement parlant, parce que c'est quand même intéressant puisqu'à la base c'est une pièce de théâtre, Charlie est jouée par 2 comédiennes, et dans cet extrait, l'une joue ce texte et l'autre joue une lettre adressée à son frère. Les 2 lettres se croisent et se superposent, ce qui permet de mettre en avant la balance de Charlie entre survivre ou abandonner. Allez, je m'arrête là sur cette œuvre parce que je pourrais en parler pendant des heures et que l'extrait qu'on vous a lu était quand même très long. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai eu la chance d'étudier en version originale quand j'étais au lycée. Sa Majesté des Mouches est un livre de William Golding publié en 1954. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes garçons qui échouent sur une île déserte montagneuse. Ils ont eu un accident d'avion et il n'y a aucun adulte avec eux. Au début, tout leur paraît super, il y a une bonne entente entre eux, ils s'organisent et décident d'élire un chef pour le commandement. Ce sera Ralph. Seulement voilà, Jack, un autre garçon, aurait lui aussi souhaité avoir ce titre. Tant pis, lui sera élu maître de la chasse et des chasseurs. Les ennuis vont commencer le jour où le chef Ralph et son adjoint Jack ne sont plus en accord sur les priorités de la vie au campement. Ralph souhaite donner la priorité à la conservation du feu, tandis que Jack préfère mettre toute son énergie et celle du reste du campement à la chasse. Drame, le feu restera sans surveillance. Ralph avait pourtant prévenu qu'il ne fallait pas qu'il s'éteigne. Le feu, c'était leur seul et unique espoir d'être secourus, si un bateau passait au large de leur île. Leur désaccord déclenchera une vraie guerre qui finit par en tuer 2 d'entre eux. Ce livre a inspiré plein de films ou de séries comme The Society, une série Netflix dont la saison 2 a été annulée. Bref, c'est pas de cette série dont on parlera juste après. L'idée d'associer le contexte paradisiaque aux difficultés de survie de naufragés est originale. Tout le récit repose sur la dérisoire tentative des garçons pour s'organiser de façon rationnelle, mimant l'ordre et la société anglaise d'où ils sont issus, alors même qu'ils se déshumanisent de jour en jour. On insiste alors aux querelles virulentes de ces enfants, où chaque personnage principal incarne une facette différente de la société. Et lorsque la connaissance, le pouvoir guerrier, la sagesse et le charismatique leader s'affrontent, le reste des enfants symbolisant le peuple est ballotté entre 2 eaux et tout vole tragiquement en éclats. Se scindant en 2 groupes, les civilisés et les sauvages. L'œuvre met en avant 2 visions opposées de l'organisation qu'ils devraient adopter.
Les premiers visent une survie à long terme, en misant sur la construction d'abris et l'entretien d'un feu destiné à signaler leur position à d'éventuels secours. L'autre, qui a de plus en plus d'adeptes au fur et à mesure que le temps passe, se base sur une survie à court terme, chasser et se nourrir. Si les deux idées sont l'une et l'autre fondées, la communication entre les deux groupes demeurera impossible quand chacun restera campé sur ses positions, empêchant toute négociation et tout compromis. Et quand les mots ne suffisent plus, les peurs et les rancœurs ressurgissent et on en vient aux mains, à des affrontements meurtriers. Un livre assez facile d'accès au demeurant, mais qui en demande un peu de réflexion avant de le mettre dans les mains de quelqu'un. En vrai, il me fait un peu penser à La ferme des animaux de George Orwell, mais je pense que c'est juste parce que j'ai étudié les deux en même temps en cours de littérature étrangère au lycée. On ne vous a encore jamais présenté de série dans Brin de Pensée. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente la série The 100. Pour tous celles qui ont peur des spoilers, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas. Et en plus, je vais vous parler uniquement de la première saison. Il s'agit d'une série de science-fiction post-apocalyptique. Développée et produite par Jason Rothenberg, l'histoire est directement inspirée d'un roman de Case Morgan. Et oui, encore un roman. La 7e et dernière saison de la série vient d'ailleurs tout juste d'être sortie. Il y a 97 ans, une apocalypse nucléaire a ravagé et irradié la surface de la Terre, détruisant tout signe de vie sur son passage. Sur une station spatiale qui, par chance, était en orbite à ce moment-là, l'Arche, les humains ont survécu et ont organisé leur vie et celle de leurs enfants selon des règles très strictes. N'importe quel acte illégal est passible de la peine de mort par éjection dans l'espace, sauf pour les moins de 18 ans qui s'accumulent dans la seule prison de l'Arche, et le maximum d'un enfant par couple. Dans l'Arche, il y a 2400 habitants et les ressources s'épuisent, et l'air respirable commence à manquer. C'est pour cette raison que les dirigeantes de l'Arche entreprennent de faire un choix impitoyable afin d'assurer leur futur. Exiler secrètement un groupe de 100 prisonniers mineurs à la surface de la Terre pour savoir si elle est redevenue habitable. Et pour la première fois depuis près d'un siècle, les humains vont retourner sur Terre. Ça fait 97 ans qu'une apocalypse nucléaire a tué tout le monde sur Terre. Prisonnier 319, face au mur. Prisonniers de l'Arche, on vous a offert une seconde chance. On ignore ce qui vous attend. Mais comment vivre et survivre sur une planète qui nous est complètement étrangère et dont on ignore tout ? Comment vivre quand on est des prisonniers et d'anciens criminels et que l'on se retrouve dans un espace aussi vaste que la Terre sans avoir à obéir à qui que ce soit ? Comment s'organiser ? Par où commencer ? Et c'est de tout ça dont il va être question pour les 100 en arrivant sur Terre. En plus de tout cela, la survie de l'espèce humaine repose sur eux, sur ces 100 criminels. Leur mission est de faire savoir aux occupants de l'Arche que la Terre n'est plus cette planète délétère et inhospitalière qu'elle a été pendant plusieurs décennies, puisque la nature a repris ses droits. Mais ils vont aussi devoir faire face à des éléments étranges, directement hérités de l'attaque nucléaire. Un jour, par exemple, alors qu'ils parcourent les environs, ils vont tomber nez à nez avec un cerf à 2 têtes. Et un peu plus tard, ils vont se faire attaquer. Et par qui ? Ou par quoi ? Et s'ils n'étaient pas seuls ? S'il y avait d'autres survivants ? Et s'ils étaient en danger de mort débarquant sur un territoire qui ne leur appartient pas depuis plus longtemps ? Ils vont devoir tout mettre en œuvre pour assurer leur sécurité, survivre à un monde de plus en plus hostile et rester en contact avec l'Arche. Quelle ambiance cet épisode, dis donc ! Espérons que personne n'ait besoin de survivre, que ce soit à une attaque de zombies ou à un viol ou à n'importe quoi. Dans tous les cas, notre sélection d'œuvres pourra peut-être vous accompagner sur une île déserte, parce qu'on sait très bien que si vous deviez emmener une seule chose sur une île déserte, vous choisiriez notre podcast. Faites attention à vous, ne sortez pas après 21h. Il paraît qu'il y a un monstre qui se promène avec une hache. Pas d'inquiétude, c'est seulement dans certaines villes. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les œuvres dans la description de ce podcast, que ce soit sur YouTube, Castbox ou encore notre site internet. Bonne semaine, et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.